Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui l'a proposé, oui, la review du chapitre 60 de Dragon Ball Super. Alors, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il est pas bien? Oh, et puis de toute façon, je vais pas faire de suspense, puisque si vous avez suivi la review de DB Time, du chef Otaku, ou d'autres personnes présentes qui ont donc débriefé ce chapitre, on est assez unanime pour dire que ce chapitre n'est pas excellent, voire même il n'est pas exceptionnel. Et dans le mot pas exceptionnel, quand on pense à Dragon Ball, c'est quand même assez dérangeant. Je rappelle que Dragon Ball, quand vous regardiez un tome de Dragon Ball, n'importe lequel, hein, clairement, eh ben, vous étiez hypé par les images, etc., etc. Il s'avère que dans Dragon Ball Super, en tout cas, Dragon Ball Super, bah, à n'en pas douter, c'est quelque chose qui est très compliqué, quelque chose qui n'est pas à la hauteur, quelque chose qui n'est pas dans l'archétype de ce qui est proposé. Traduction, Dragon Ball Super n'est pas à la hauteur. Alors après, qui sont les responsables? Bah forcément Toyotaro, parce que Toyotaro doit rendre des comptes à la communauté, qu'il le veuille ou non, hein, il est quand même observé, analysé, et il n'a pas le choix. Et le truc, c'est que moi, ce que je remarque avec Toyotaro, c'est que Toto, pour prendre le terme du chef, euh, Toyotaro, en fait, il a des idées, mais pour le problème de ces idées, c'est qu'il ne sait pas les mettre en œuvre. En fait, dans le fond, les idées qu'il propose ne sont pas idiotes, mais dans l'exécution, bah, c'est complètement raté. C'est raté par rapport notamment à comment il découpe les scènes, c'est raté par la manière dont il présente les choses. En fait, Toyotaro, en fait, c'est quelqu'un. Alors après, encore une fois, Toyotaro, c'est quelqu'un qui vient notamment. C'est un mangaka fan de base, qui avait créé notamment le très connu Dragon Ball After Future, qui avait notamment, à une certaine époque, on avait cru que c'était le nouveau Dragon Ball. Hein, c'était le Dragon Ball qui allait devenir. Les rumeurs diront par la suite que Sangoku et toute sa clique ne reviendront pas avant des années. Et donc, bah forcément, bah, Toriyama, la Shueisha, la Toei Animation se sont dit, eh ben on va prendre ce gars-là qui a quand même de la jugeote, qui a quand même des idées par rapport à ça. Et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que tu peux être le fan absolu, parce que c'est un vidéo 10 pour l'argent, non. Tu peux être le fan absolu d'une saga, d'une série, d'une galaxie et tout ce que tu veux. À un moment donné, tu ne peux pas réussir à être cette... si tu n'as pas, pour moi, si tu n'as pas la fibre scénaristique, bah, c'est difficile. Parce que Toyotaro, au final, bah, qu'est-ce que c'était Toyotaro? C'est quelqu'un qui a souvent copié Toriyama, à tort ou à raison, hein, clairement, c'est son droit, il a le droit de le copier. Après, si Toriyama ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il soit copié, moi je n'ai aucun problème à dire qu'il le soit. Il ne faut pas être hypocrite. Toriyama, aujourd'hui, ben, s'il n'a pas envie d'être copié, il le dit. Mais il le copie, notamment on le voit dans les pages Dragon Ball Super. Je vais prendre le cas concret. La page où Vegeta fait. Alors, je vais pas vous prendre avec. Il est comme ça. Alors, je sais pas si c'est la main droite ou la main gauche, hein. Il est comme ça avec le sourire et le Super Saiyan. Bah, désolé de te dire ça, ça s'appelle Vegeta contre Cell. Euh, Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça où finalement il est il transpose en fonction de ce qui s'y passe. T'as l'impression qu'on va dire chaque histoire qu'il propose, à part peut-être quelques exceptions, mais sinon chaque histoire qu'il propose sont des histoires qui malheureusement sont des histoires qu'il prend d'autres du précédent manga, enfin du manga d'origine. Alors, on peut l'accepter quand tu viens d'arriver. Par exemple, Doctor Who avait tendance aussi à prendre beaucoup de ce qu'était la saga auparavant. Russell T. Davis, donc le premier à avoir relancé Doctor Who, le faisait. Mais pourquoi il le faisait? C'est parce que Doctor Who, ça faisait plus de presque 20 ans que, on va dire, Doctor Who n'existait plus. Donc il fallait remettre les bases de la série. Et quand Steven Moffat est arrivé, bah Moffat, il a pas pu refaire. Il a dû dire, bon bah écoute, il va falloir reprendre ça
et le mettre au fur et à mesure avec un nouveau docteur, etc. etc. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire avec 12 ou 13, je sais même plus qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est 12. C'est difficile et pour ainsi dire, c'est peu évident. Surtout qu'en plus, on le sait, un Doctor Who s'est arrêté non pas parce que l'auteur ne voulait que ça s'arrête, il s'est arrêté pour une raison, c'est parce que les audiences n'étaient plus à la hauteur de cela. Mais la réalité, c'est que Dragon Ball, il y a une fanbase Dragon Ball. Cette fanbase n'a pas voulu que ça s'arrête. Et au final, bah, on tombe sur un gars, comme je l'ai dit au début, qui n'arrive pas à scénariser. Je vais vous l'expliquer sur certains points très simples. Le combat Goku Ultra Instinct contre Molo. L'idée de voir un Goku obligé de lâcher les chevaux parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on le sait tous, hein, Goku n'a jamais été dans cette situation-là. En général, Goku, quand il s'agit de combat, on pense toujours qu'il va à un infime espoir. Et le truc, c'est que Goku, bah, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a toujours su trouver des solutions pour vaincre ses adversaires. Parfois, ça a été compliqué, je pense à Freezer notamment, mais on l'a toujours considéré comme quelqu'un qui a toujours donné la force. Quand il est avec Gohan et que Gohan envoie son Kamehameha, c'est Goku qui l'encourage, qui le motive, et au final, c'est la voix de Goku qui permet à Gohan de gagner. Et le truc, c'est que moi, ce que je remarque, c'est oui, on me dit souvent Dragon Ball Super désormais, c'est pour une autre tranche d'âge, c'est pour les enfants. Et là, tu vois, l'idée que je te propose, l'idée de Toyotaro, c'est de se dire le héros de base de Dragon Ball, on va dire, impuissant, obligé, eh bien, de devoir l'aide de Cyborg, devoir, eh bien, avoir de l'aide, littéralement du sauvetage de Vegeta, l'idée de base, quand tu prends l'idée telle qu'elle est, brute, l'idée est bonne. Mais l'exécution n'est pas bonne. L'exécution n'est pas bonne parce que, alors au début, oui, il donne sa plénitude, il active son ultra instinct à 100% et tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, si je dis que les enfants, c'est les enfants, un enfant, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Un enfant, quand vous le regardez, qu'est-ce qu'il ne supporte pas? Il ne supporte pas de voir son héros penser qu'il va perdre. C'est une idée qui ne lui vient même pas à l'esprit. Quand vous pensez à un enfant, il a 5-6 ans, quand il voit Goku, il voit un héros. Et il ne peut pas envisager le fait qu'un héros perd. Qu'un héros ait des difficultés, il l'accepte, parce que ça fait partie de la beauté de la victoire. Mais il ne peut pas accepter que son héros perde, se fasse humilier, souffre et soit pas à la hauteur. C'est pour ça d'ailleurs que quand Goku affronte Jiren dans l'animé à Dragon Ball Super, quand il se fait défoncer la première partie, un enfant, pour ainsi dire, il se dit il va réagir. Sauf que là, quand C17 et C18 sont obligés d'intervenir parce que Goku va s'appliquer son énergie, l'enfant ne peut pas être en train de se dire il va perdre. Mais on aurait pu. Mais le truc, c'est que l'exécution n'est pas bonne. Au lieu de vouloir nous montrer le sauvetage C17, C18, moi, ce que j'aurais voulu de la part de Toyotaro, c'est qu'à la limite, on le fasse. C'est que ce Goku qu'il ressente cette défaite. C'est-à-dire que, limite, ce soit des doutes de Goku. Ça aurait été quelque chose d'énorme. Imaginez le héros de la série Dragon Ball qui n'a jamais douté, qui a toujours été droit dans ses bottes, qui a toujours été positif, qui, notamment, souvenez-vous de cette phrase de Yamcha, lorsque il affronte Cell et qu'il refuse d'être ressuscité, eh bien, Dragon Ball, il dit « Ah ben moi, je l'ai jamais vu triste. » Et ben là, il est triste parce qu'il se rend compte de son impuissance. C'est un truc qui est énorme. C'est un truc qui est inenvisageable dans la tête d'un enfant. Eh ben non. Et là, par exemple, tu veux plusieurs idées, je vais te les donner. Tu peux avoir, par exemple, le premier, ça peut être, il y a une image d'ailleurs que je vais me rappeler, souvenez-vous de, je ne vais pas aller très très loin, quand Krillin dit
Ah mais il va utiliser le Kaioken x20. Et là, Whis lui dit, je suis désolé, mais il est déjà en Kaioken x20. Cette phrase-là, il l'a utilisée notamment aussi. D'ailleurs, ça, c'était une gros pompée de Yamcha qui dit, ah mais il a encore, il a encore le Kaioken. Et là, Maître Kaio lui dit, il est en train d'utiliser le Kaioken. À ce moment-là, après, ce qu'il fait concrètement là, en fait, il fait exactement que ce qu'il faisait sur Namek, sauf que à son Namek, il a le Genkidama qui arrive après, chose que là, il n'a pas le Genkidama qui arrive après. Voilà, c'est la seule différence. Vous pouvez considérer même que le Genkidama vient tout simplement après. Mais la réalité, c'est que Goku, tout aussi fort qu'il est, bah moi si j'avais été à la place de Toyotaro, moi ce que j'aurais fait, j'aurais par exemple montré une personne ou plusieurs personnes démontrant que Goku, eh bien, ne peut pas, va perdre, est impuissant face à la puissance de Jiren, c'est révélateur, tout simplement, de Moro. Alors tu vas me dire, comment tu le montres? Pas compliqué. Il est en train de combattre. Il est en train de combattre, et Chichi, qui regarde bien évidemment le combat, et Chichi voit Goku. Elle connaît son mari. C'est certes quelqu'un qui aime combattre, mais elle le connaît depuis des années. Et là, elle fait un bond en arrière, et là, elle dit cette phrase, pour ainsi dire, elle fait. Et là, tout le monde dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle dit, non, Goku. Une sorte de dire, mais Goku, qu'est-ce que tu fais? Goku, qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas perdre. Tu sais, un truc tout bête, mais c'est quelque chose qui aurait pu être complètement fou. C'est Goku, c'est Chichi qui nous fait prendre conscience à nous que ça y est, Goku il a lâché. Un truc mais qui n'aurait jamais été envisageable, eh bien Goku est en train de lâcher. Goku est en train d'abandonner face à un ennemi qui est plus fort que lui. Et là, s'il abandonne, le héros, l'enfant abandonne. Il peut pas, il dit, mais non, il n'y a plus d'espoir. Alors tu vas me dire, oui, mais il reste Vegeta, Oui, mais dans un enfant, pour un enfant, l'idée ne vient même pas à l'idée. Ça ne viendrait même pas à l'idée. Pourquoi? Parce que Vegeta n'a jamais été considéré comme le héros. C'est Goku qui l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Donc l'idée concrète de faire montrer la défaite de Goku est une idée qui est bonne. Mais l'exécution n'est, pour ainsi dire, n'est pas à la hauteur. Et quand je vois ça, je me dis, ouais mais Toyotaro, tu t'es planté mec. Tu t'es planté, t'as pas été à la hauteur, et je pense que tu n'as pas réalisé ce qui est, entre guillemets, les enjeux de ce que tu devais faire. Et en plus de ça, ça aurait confirmé justement, alors je parlais de Beerus après, hein, la discussion entre Beerus et Whis. Parce que tu le vois, Whis il est en train de dire limite, c'est mort. Alors, oui alors, certains vont me dire, oui mais Whis et Beerus sont en train un petit peu d'être cette force, un petit peu la chichi si tu veux, que je veux dans le scénar. Mais Whis et Beerus sont trop écartés de Goku. Et en fait, ils sont plus en train de commenter. Ouais, alors, voilà. Et la réalité, elle est là. Mais pour ainsi dire, moi, Beerus est... En fait, Whis aurait dû dire à Beerus, voilà... même un truc tout bête, hein. Il y aurait eu Beerus, cette petite phrase qu'il veut dire, en fait, si tu la traduis, c'est genre, arrêtez de regarder, ça sert à rien. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Mais moi, ce que j'aurais fait, sans le dire, il a regardé comme ça, et là, il regarde Beerus, il fait, et Beerus est en train de dire, waouh, putain, c'est pas possible et tout. Tu me montres un petit peu, il fait. Et là, il débranche son truc. Et là, Beerus le fait, qu'est-ce que tu fais? Il fait, qu'est-ce que tu veux regarder encore? Il n'y a rien à regarder de plus. On sait déjà quelle sera l'issue de ce combat. Donc il vaut mieux arrêter. Et là, il regarde, d'ailleurs c'est pas mal ce qu'il fait après. Et là il regarde Beerus, il dit, je te rappelle que les anges, etc. Mais il faut faire quelque chose. Tu fais, je te rappelle la fonction des anges. Donc là il rappelle ce que doivent faire les anges. Ils ne doivent pas intervenir, blablabla. Et les seuls et tout ça, c'est le Seigneur Beerus, c'est le Kaioshin, etc. Bon. A priori, Beerus n'a pas envie d'intervenir, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, après Beerus, il le regarde en disant, j'espère que tu as bien compris. Il est en dépit, il fait,
Oui. Alors, sans doute qu'il interviendra, parce que tu peux pas me sortir le oui comme ça et dire, oh bah non, j'ai pas envie d'intervenir. On peut imaginer peut-être une pirouette ou un truc comme ça. D'ailleurs, parlant de Beerus, qui est pour moi le mec le plus énervant de toute la saga Moro. Parce que ce mec-là, en fait, n'ayons pas peur des mots, s'en tape royal de ce qui se passe sur la galaxie. Je rappelle quand même qu'on a reproché à Beerus de ne pas faire le job quand il était temps. C'est pour ça d'ailleurs que l'univers 7 était classé, je crois, dans les derniers. On lui fait une piqûre de rappel, lui dit attention, tu dois faire très attention mon gars, ce que vous avez fait ce n'est pas bien, blablabla, blablabla. Et bah, qu'est-ce qu'il fait, Rebolote? Il en a plus rien à foutre. Tu sais, une saga, enfin, une saison, ça ne se transforme pas en fonction de là où va le vent, hein. À un moment donné, quand tu as des idées, tu dois les mettre en œuvre. Parce que sinon, les idées, eh ben, elles puent. Et c'est ce qui s'est passé dans cet épisode. Parce que, malheureusement, Beerus, il dit ouais, je vais aller bouffer, etc. Le problème, c'est que Beerus peut one-shot n'importe qui, avec le Hakai. Moi, j'aurais préféré que Beerus soit là, qu'il essaye de faire son Hakai, voire même qu'il puisse dire cette phrase toute bête. Mais après, tu vois, encore un exemple. Le Kaioshin vient, lui dit à Beerus, écoute Beerus, voilà, etc. Tu vois la destruction, etc. D'ailleurs, le Kaioshin, on voit même pas, hein. Et là, Beerus lui dit, le regarde droit dans les yeux, lui dit, parce que tu crois que je suis capable... Par dépit, il fait, c'est au terrien de, faire de trouver une solution, ça n'est pas moi, puisque moi, je ne sais même, je ne suis pas sûr d'être la solution. Là, quand il dit ça, ça calme direct tout le monde. On se dit, d'accord, ok. Mais il l'avait expliqué dans les chapitres précédents. Oui, mais tu comprends, ouais, bah il fait mon travail. Non, ça ne suffit pas. Il a éliminé des milliers, des centaines de planètes et lui, il s'en fout. Je rappelle que pour information, il y a une sorte d'équilibre. Soit le Kaioshin pond des planètes à vue d'œil, soit tout simplement, bah, le Kaioshin, eh ben, à un moment donné, voilà, c'est trop. En fait, le problème, il est là. Et ça en revient bien évidemment à Vegeta. Pour moi, Vegeta, alors certains ont ragé, ont hurlé, ont gueulé par rapport au fait qu'il a utilisé le déplacement instantané, qui est notamment une sorte de signature move de Goku. J'ai pas de problème avec cette idée-là en fait. Moi, tu vois, contrairement aux autres, j'ai pas ce problème-là. Parce que j'estime que si il veut s'en servir, eh ben il s'en sert. C'est une technique cheatée, ça on est bien d'accord là-dessus, parce qu'il te permet, entre guillemets, de pouvoir te balader n'importe où, de régler des problèmes. Parce que je rappelle pour information que le déplacement instantané permet notamment à sauver la Terre une fois contre Cell. Il a permis notamment de faire venir Goku et Vegeta en 5ème vitesse. Donc il a permis notamment de ramener Dende sur Terre. Donc on va dire la vérité, le déplacement instantané, il est vachement pratique. Et le truc, c'est que le donner à Vegeta, pourquoi pas? Ça t'en fait deux qui peut l'utiliser, etc., etc. Le problème de ce déplacement instantané, c'est que bah, si maintenant ils sont deux, bah, ça pose un problème. Parce que finalement, bah, Goku peut... En fait, si la Terre va exploser, Vegeta et Goku pourront transporter tout le monde et ça sera réglé. Ça, à la limite, ok. Tu veux le donner à Vegeta. À la limite, moi, j'aurais été d'accord à l'idée que si Goku, par exemple, avait été tué. L'idée aurait été dingue, mais l'idée aurait été belle. Mais, le truc, c'est que dès qu'il l'utilise, il y a un autre problème. C'est que ce cher Pibala lui dit au début, alors pour information, en plus, l'idée est bonne au départ, parce que Pibala lui dit, bah écoute, moi je peux pas t'emmener parce que voilà, je ressens pas le ki de Goku par rapport à ça, et puis c'est pas quelque chose qui se fait, etc. Moi dans l'idée, je me dis, ok, c'est pour ça qu'il doit apprendre le déplacement instantané, parce que finalement, les Yardrats refusent catégoriquement de l'utiliser, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et ce qui notamment est une réalité. Mais le truc, c'est que quelques secondes après, enfin même pas quelques minutes après, l'énergie de Goku redevient donc humain,
Et à partir de là, tu as Goku qui, donc là, puis bah là, lui dit, bah écoute, je vais te téléporter. Là, Vegeta lui dit, non, j'ai pas envie. Je veux le faire par mes propres moyens. Le mec essaye, il atterrit dans une poubelle la première fois, et la deuxième fois, il atterrit sur Terre. Ok, c'est une technique scénaristique, mais c'est une technique. T'es d'accord, t'es pas d'accord, à un moment donné, voilà, le déplacement instantané, Vegeta peut l'utiliser. Après, il ne l'utilise pas parfaitement, mais en tout cas, ça peut être, pour moi, une sorte de d'échappatoire, du style, eh ben, il va peut-être essayer, il l'utilisera, enfin, peut-être que ça peut être dangereux. Peut-être que la manière dont il l'utilise fait qu'il peut dérailler. Mais en tout cas, ce qui est certain, en plus, même ça ne marche pas, Goku peut très bien continuer à lui apprendre. Mais la réalité, moi, ce qui me gêne, c'est l'excuse. C'est l'excuse que donne Vegeta pour ne plus l'utiliser. Moi, j'ai eu l'impression, tu vois, quand j'ai réécouté ce qu'a dit Vegeta, c'était, on va dire, Toyotaro qui a voulu se faire un kiff, a voulu se faire plaisir en mode ah, vous avez vu, hein, j'ai fait le déplacement instantané pour Vegeta. Mais comme il savait que le public allait râler, bah, il s'est dit ah ben non, mais moi, tu l'utilises une fois, c'était juste pour ça. Si tu considères que une idée n'est pas bonne, enfin, si tu dois trouver, alors il faut faire les choses comme ça. Si tu dois trouver une excuse après pour ne pas justifier la présence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton idée n'est pas bonne. Quand Doctor Strange apprend à pouvoir faire, tu sais, les fameux ronds, là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, pour ainsi dire, et que pour ainsi dire, ça fait venir tout le monde, et bah tout simplement, c'est une écriture scénaristique. Mais à un moment donné, voilà, je vais vous donner un exemple. Un exemple tout à fait concret. Le marteau de Thor. Le marteau de Thor, à un moment donné, on est bien d'accord que Captain America récupère le marteau de Thor. Donc il s'en sert, il frappe avec, il fait tout ça, etc. Et donc, à ce moment-là, il peut le récupérer, il peut récupérer. Après, on est bien d'accord qu'il le récupère, qu'il les ramène aux époques concernées. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais en réalité, ça n'est pas Captain America qui veut pas s'en servir. C'est parce qu'il faut garder une singularité, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, en réalité, la singularité fait quoi? La singularité dit, et je cite, à un moment donné, on est obligé de faire comme ça, donc ton marteau que tu contrôles, il va falloir ne pas l'utiliser. On va plus l'utiliser parce que forcément tu pourras plus l'utiliser parce qu'il sera dans une époque où le marteau de base n'existait plus. Et bah, quand j'entends ça, bah moi j'ai envie de leur dire, bah voilà une écriture scénaristique cohérente. C'est pas genre Vegeta qui dit ah bah moi, désolé, voilà, j'ai dû. En plus, dans sa manière de parler, t'as l'impression que c'est Goku qui parle. Alors que Vegeta n'est pas comme ça. Vegeta, il dit, il aurait dû dire, franchement, tu me déçois, Kakarot. Enfin, il le dit, mais franchement, le déplacement instantané, je lui ai appris que je suis allé voir les Hardrats. Le déplacement instantané, tu as mis des années, moi j'ai mis quelques minutes. Franchement, t'es quand même assez loser, quoi. Ça aurait suffi. Mais là, clairement, la raison, c'était. J'ai eu l'impression que c'était juste un kiff. On, on dirait que Toyotaro voulait faire que Vegeta utilise le déplacement instantané. Mais le truc, c'est qu'il était obligé de se justifier de ça. C'est comme un mec qui fait une connerie et qui dit. Qui lance qui fait un truc et après il se dit putain, j'ai fait une connerie, vas-y, il faut pas que je le fasse. Si tu ne veux pas le faire, si tu penses que c'est une mauvaise idée, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que si tu le fais, ça risque de mal aller pour toi. Et d'ailleurs, ça s'est remarqué, l'idée est complètement stupide et elle n'a absolument pas été impactante, loin de là. La vérité, elle est là. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est l'impression que je ressens, et j'ai envie de vous dire, finalement, ce chapitre, bah, il se termine un peu en queue de poisson. Parce que déjà, le chapitre, il n'était pas folichon. Vegeta est arrivé, je me demande ce qui va se passer maintenant. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est quand même une immense, une énorme déception pour Goku, pour finalement, pour tout cela. Parce qu'on passe encore avec un épisode où, même si il y a des choses
bah, au final, il n'y a rien. Et j'ai pas... Voilà, et pour C17 et C18, c'est tellement anecdotique que j'ai même pas en tenir compte. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, vous aussi. Mais voilà, c'est encore un épisode mitigé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un chapitre où on s'est dit, on s'est hypé pour Dragon Ball Super. Et je peux comprendre les personnes qui voilà, sont énervées parce que voilà, Dragon Ball Super, ça n'est pas à la hauteur. Mais moi j'ai envie de te dire, la réponse elle est claire, elle est précise, elle est tout ce que tu veux. Pour moi, ça chie dans la colle. Voilà. Je t'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, de tout ce que tu veux. Dites-moi ce que tu en penses de mes idées. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, Vegeta, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il va endosser un peu le rôle du héros. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va se passer un truc. Je sens qu'il va se passer un truc, je sens qu'il va y avoir un truc qui va pas aller. Pour Meru, c'est pareil, il va y avoir un truc. Mais bon, attends de voir tout ça. Et si clairement ça n'apporte rien, voilà. En tout cas, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est la mort de Dragon Ball Super si ça continue. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien et ciao tout le monde.